au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les pays de l'UEMOA soutenus par la CEDEAO luttent contre l'exclusion financière. Et durant cette semaine dédiée à l'inclusion financière, justement, les échanges ont porté ce jour sur l'intégration de ce que l'on nomme la finance digitale. À découvrir dans cette édition. Et puis plus de 300 ménages des zones rurales de notre pays auront bientôt de l'énergie électrique. Ceci à la faveur des deuxième et troisième phases du projet d'électrification rurale au Togo lancé ce jour. À suivre également dans ce journal. Voilà pour les titres. Ouverture ce matin d'une rencontre d'imprégnation du contenu de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions et publications des informations relatives à la campagne électorale qui va s'ouvrir. Une manière de permettre aux journalistes des médias publics d'être au parfum des dispositions prises pour plus de responsabilité et de respect de la déontologie dans le traitement de l'actualité électorale. Les précisions avec Viviane Nsouvi et Esther Laclé. Journalistes des médias publics et le défi du professionnalisme dans la couverture médiatique des élections législatives. Une rencontre d'imprégnation voulue par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Une invite au respect de l'éthique et de la déontologie, de quoi préserver un climat de paix et de vivre ensemble au Togo, surtout en période électorale. La responsabilité sociale du journaliste et son traitement de l'information en période électorale sont des éléments clés pour le succès des élections et pour la préservation d'un climat de paix, d'harmonie et de cohésion sociale. Les médias ne doivent pas seulement produire des informations, ils doivent également avoir à l'esprit que par leurs articles ou émissions, ils doivent apaiser, calmer, cultiver la tolérance, le pardon, l'amour, la paix, le vivre ensemble. Il est donc question pour vous, les journalistes, dans l'exercice de votre fonction en période électorale, de promouvoir en même temps les vertus de paix, de dialogue et de réconciliation telles que prônées par le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Esozimna Nyasingbe. Promouvoir les vertus de paix, de réconciliation et de dialogue à travers un traitement impartial des informations électorales, c'est en somme la mission publique, mieux la responsabilité sociétale de ces professionnels des médias au cours des périodes électorales. Ceci passe par le respect des tests. À travers vos productions ou publications, vous devez œuvrer en faveur de la cohésion sociale, de la préservation du climat de paix et de concorde nationale, en dépit des divergences et de la diversité des courants de pensée et d'opinion des uns et des autres. C'est pourquoi la HAC, dans son souci de justice sociale et du respect des intérêts individuels et collectifs des Togolais, a élaboré des textes consensuels lui permettant un traitement juste et équitable des candidats dans la perspective du scrutin législatif. La HAC a procédé hier au tirage au sort en séance publique et arrêté les dates et ordres de diffusion ou de publication des interventions des candidats sur les médias officiels. Le décor légal et réglementaire ainsi planté, il vous revient à présent de veiller à sa mise en application rigoureuse afin de garantir à tous les candidats l'égalité des chances dans leur quête des voix des électeurs qui feront l'objet de toutes les convoitises à travers vos différents organes de presse. Ces professionnels, une trentaine au total, sont conviés dans leur mission au respect scrupuleux de ces dispositions afin d'éviter toute contestation préjudiciable à la réussite du scrutin du 20 décembre prochain. Et nous poursuivons avec le communiqué de la CEDEAO sur la situation socio-politique du Togo. C'est avec Joseph Amigan.
Communiqué de la CEDEAO sur la situation sociopolitique togolaise. Depuis quelque temps, alors que la CEDEAO s'investit pleinement dans la mise en œuvre des décisions contenues dans la feuille de route adoptée le 31 juillet 2018 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, des propos et des écrits sont diffusés pour appeler à des initiatives susceptibles de créer le désordre et de susciter la violence au Togo. De tels messages sont de nature à compromettre les efforts qui sont en cours pour mettre fin à la situation difficile que connaît le pays. Ils accentuent également l'inquiétude que la persistance de la crise suscite chez les Togolais, les amis et les partenaires du Togo. C'est dire qu'ils vont à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple togolais et de la sous-région. À ce propos, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO voudraient rappeler qu'au paragraphe 39 et 40 de la feuille de route du 31 juillet 2018, à laquelle ont souscrit tous les acteurs politiques, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a condamné tout recours à la violence et appelé les acteurs politiques et la société civile à s'abstenir en toutes circonstances d'actes et de propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Cette position s'inscrit en droite ligne dans l'esprit et la lettre du protocole de la CEDEAO relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Voilà pourquoi les facilitateurs et la commission de la CEDEAO expriment leur totale désapprobation des propos et écrits submentionnés. Au demeurant, ceux-ci vont à l'encontre du souci d'apaisement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a salué chez l'ensemble des acteurs politiques depuis le début de la facilitation entreprise par la CEDEAO. Aussi, les facilitateurs et la commission voudraient-ils à nouveau lancer un appel pressant à toutes les parties prenantes à la crise pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends de manière à promouvoir la culture de la paix dans leur pays pour le bien commun. Ils sollicitent en même temps la collaboration dans ce sens des responsables des organisations de la société civile et des médias. Enfin, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO réaffirment leur ferme détermination à tout mettre en œuvre en vue de l'application de la feuille de route du 31 juillet 2018. Abuja, le 26 novembre 2018, la commission de la CEDEAO. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre cette édition. Conformément à leur programme, les regroupements de partis politiques CAP 2015, Groupe des 6, CAR, PNP et Santé du Peuple ont organisé ce jeudi 29 novembre 2018 des manifestations suivies de meetings à Lomé et dans certaines villes de l'intérieur, notamment Palimé, Agné, Sokodé et Tchamba. Dans l'ensemble, ces manifestations se sont déroulées dans le respect des recommandations des autorités administratives compétentes et sous l'encadrement des forces de sécurité, des organisateurs et des organisations de défense des droits de l'homme. Si à l'intérieur du pays, ces manifestations se sont déroulées dans le calme, à Lomé, en revanche, quelques incidents ont été enregistrés. En effet, certains manifestants se sont pris aux forces de l'ordre et de sécurité et ont érigé des barricades sur la nationale numéro 1 à Toglikopé et au Carrefour Bleu à hauteur du CEG à Goué Centre avant d'être dispersés. En outre, une voiture appartenant à un particulier a été caillassée à Agouanivé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile regrette ces incidents et invite les organisateurs à sensibiliser leurs militants à plus de responsabilités. Il invite par ailleurs tous les acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion de ces manifestations à la culture du civisme,
de la paix, de la tolérance et au respect des lois et règlements dans l'exercice des libertés publiques. Enfin, il remercie la population dans son ensemble et plus particulièrement les usagers de la route pour la compréhension dont ils font preuve malgré les désagréments causés par le dispositif sécuritaire mis en place et félicite les forces de sécurité et les observateurs pour leur professionnalisme dans la gestion des dites manifestations. Dans un autre communiqué maintenant, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe les partis politiques, les populations et toutes les parties prenantes au processus électoral que le traitement des données issues du recensement électoral de 2018 est en cours en vue de générer les listes électorales définitives. Dans cette perspective, les listes électorales provisoires seront affichées à compter de demain vendredi 30 novembre 2018 dans tous les centres de recensement et vote CRV relevant de chaque CELI pour consultation. À cet effet, il invite les électrices et les électeurs à se mobiliser et à se tenir prêts pour se rendre dans leur CRV de rattachement en vue de constater leur inscription effective sur les listes électorales provisoires, entamer la procédure de réclamation auprès des CELI de leur localité au cas où ils ne trouveraient pas leur nom sur les listes provisoires affichées, signaler les cas d'électeurs indûment inscrits sur les listes ou indûment radiés, demander l'inscription sur les listes électorales des personnes régulièrement inscrites lors du recensement de 2018 mais omises sur les listes provisoires affichées, signaler tout cas de décès en vue de la radiation des électeurs décédés en apportant les preuves requises, c'est-à-dire les déclarations de décès, autorisation d'inhumer, témoignages de proches parents, faire part. Le président de la CENI compte sur la mobilisation effective des électrices et des électeurs, le sens de responsabilité des partis politiques et le civisme des populations pour le succès de cette opération, gage de la qualité du fichier électoral. Parlons à présent de l'inclusion financière, l'une des priorités du chef de l'État et qui a pour ce faire permis la mise en place de plusieurs mécanismes dont le FNFI. Eh bien, la BCEAO mise justement sur cette stratégie pour permettre l'essor de l'économie des pays membres et a initié la semaine de l'inclusion financière au Togo. Ce matin, les échanges étaient consacrés à l'accès des agriculteurs, des femmes et des PME-PMI aux services financiers, apport de la finance digitale. Les précisions avec Augustin Kossi. Le financement des PME-PMI reste un challenge dans le processus d'inclusion financière. À cela s'ajoutent les difficultés d'accès des agriculteurs et des femmes aux services financiers. Ils sont considérés comme des exclus du système bancaire classique. La problématique est au cœur des échanges à cette journée de la semaine d'inclusion financière au Togo. La lutte contre l'exclusion financière est au cœur des politiques publiques de nos États et constitue un objectif prioritaire partagé par tous les acteurs du développement en vue de lutter contre la pauvreté. Il s'agit d'élargir l'accès de nos populations aux services financiers afin de leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie en leur offrant l'opportunité d'accéder au capital et à l'investissement. Selon les dernières statistiques disponibles sur le Togo, un peu plus de 2/3 de la population âgée de 15 ans et plus ont accès aux services financiers. L'objectif général de notre stratégie régionale d'inclusion financière est d'assurer, sur un horizon de 5 ans, l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à 75% de la population adulte de l'UEMOA. Le secteur financier au Togo est occupé par 15 établissements de crédit et 76 microfinances. Le taux de bancarisation est égal à 22,8%. L'agriculture, quant à elle, emploie plus de 70% de la population active et contribue à environ 40% au PIB. Mais des contraintes demeurent et constituent des défis à relever. Lorsqu'ils apportent leur dossier, il y a asymétrie d'information.
l'absence des états financiers, mais nous essayons de régler ce genre de problème avec eux. Nous avons également comme autre difficulté la mobilisation des garanties. Nous avons affaire à une population qui n'a pas forcément les garanties, notamment hypothèques, qu'on leur demande. Donc nous mettons plus l'accent sur les garanties économiques et l'accompagnement, le suivi au quotidien. Nous avons également comme autre difficulté le détournement du crédit de leur objet. Je dirais la méconnaissance des structures d'institutions financières, la méconnaissance donc du métier en réalité de ces agriculteurs et de ces femmes en milieu rural. Et donc cette méconnaissance entraîne donc, que nous mettons à leur disposition des produits en réalité qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Il est de notre devoir, en tant qu'institution financière, de trouver le moyen de pouvoir mieux connaître donc l'activité des agriculteurs et des femmes en milieu rural notamment, bien comprendre leur activité pour pouvoir bien appréhender les risques liés et mettre des produits vraiment adéquats qui répondront véritablement à leurs besoins. Pour maîtriser les risques inhérents aux opérations de financement inclusif et surmonter les différentes difficultés, on parle des services financiers mobiles via la téléphonie mobile. Le financement digital est donc nécessaire pour améliorer le système financier. Il est important, lorsqu'on parle d'inclusion financière, c'est d'être inclus financièrement dans la société et notamment d'avoir un compte bancaire. Et aujourd'hui, la technologie permet à nos populations, aux personnes les moins éduquées, les plus vulnérables, de pouvoir bénéficier par le biais de leur téléphone d'un compte bancaire. Et je crois que c'est tout le sens de cette semaine sur l'inclusion financière que de dire nous avons la volonté d'inclure l'ensemble des populations dans l'économie et grâce en 2018 la technologie nous permet de le faire et notamment le paiement mobile et les comptes bancaires mobiles et nous avons démontré que c'était réalisable grâce à des projets tels que le compte éco-CCP de la Poste, le projet Agri-PME de fourniture d'un porte-monnaie électronique aux agriculteurs fait avec le ministère de l'Agriculture et bien sûr le ministère de l'Économie numérique. Voici des projets qui montrent qu'il est possible d'inclure les plus vulnérables dans la société, notamment dans l'économie. L'inclusion financière passe donc par la révolution numérique, notamment les moyens de transaction électronique qui de plus en plus gagnent du terrain. Et la lutte contre l'exclusion financière des populations à la base est une priorité pour les États membres de l'UEMOA afin d'amorcer leur développement socio-économique. Le numérique devient aujourd'hui une exigence afin de parvenir à cet idéal, celui d'offrir des services financiers aux populations exclues du système dans les 5 prochaines années. Des services financiers numériques émergent aujourd'hui, l'exemple des fintech, comme nous le fait découvrir dans le dossier qui suit Antoinette Romao. Vovor. Le secteur financier a l'aube des mutations profondes avec l'avènement des technologies numériques. Les mutations à laquelle les banques et les systèmes financiers doivent s'adapter en vue d'améliorer l'accès des services financiers aux populations qui sont exclues du système. Non seulement les banques ont enclenché un processus de transformation digitale, mais elles doivent désormais composer avec de nouveaux entrants. Aujourd'hui, nombreuses sont ces expériences de réussite en matière de services financiers innovants. On peut citer entre autres les fintech. Donc qu'on appelle financial technology ou technologie financière, qu'on les met au service justement des services financiers. Voilà. Et donc ça permet justement, via la technologie, de faciliter l'accès, de réduire les coûts. Et notamment quand on regarde aussi les alternatives qu'on a par rapport aux difficultés que les banques ont à financer l'économie, on a la technologie qui est amenée par tout ce qui est mobile. Et donc toutes ces technologies nous permettent justement d'accélérer cette problématique d'inclusion financière. Les banques traditionnelles sont aujourd'hui contraintes à faire face à l'évolution du numérique afin d'accélérer l'inclusion financière. Quand on regarde ce que fait la BCAO, donc elle a réussi à mettre en place tout ce qui est système financier décentralisé. Donc on parle de microfinance. Donc ça c'est un exemple de succès.
Donc la finance islamique est un exemple aussi de réussite au fait dans le cadre de l'inclusion financière. Voilà. Donc, quand on combine tout ça, donc on va avoir la microfinance, on va avoir la finance islamique, on a la technologie et il y a aussi des offres combinées. Il y a des défis et il y a des choses qui sont à mettre en place, que ce soit sur le plan réglementaire mais aussi technologique, qui permettraient d'aller au-delà de ça. Et un des grands besoins dont on a besoin là assez rapidement, c'est l'arrivée d'un agrégateur qui permettra de s'interfacer entre tous les facturiers par exemple et les banques pour permettre à tout le monde de payer ses factures via Internet ou via le mobile. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est en train d'émerger localement. Et si on a un tel agrégateur, ça facilitera beaucoup le développement du digital au niveau du pays. En 3 ans, le nombre d'utilisateurs du paiement mobile au Togo a plus que triplé, ce qui représente un véritable tournant dans l'inclusion financière. Le défi est donc de taille. Pour la BCEAO, il est urgent, d'ici 5 ans, d'atteindre la majorité de la population en lui offrant les différentes offres de services financiers. Et l'éducation financière des populations s'impose. Les services financiers devront également diversifier leurs produits et impliquer davantage les services publics dans ce processus. Une autre priorité des plus hautes autorités du pays est l'accessibilité à l'énergie électrique. Et ce matin, les phases 3 et 4 du projet d'électrification rurale au Togo ont été lancées. Et le dit projet va permettre d'électrifier plus de 300 localités et spécifiquement des villages vulnérables et enclavés sur l'ensemble du territoire national. Les précisions avec Chazanam Baga. L'implantation de ce poteau électrique à l'entrée de l'école primaire publique de Asso dans la préfecture de Vaud marque le démarrage effectif des phases 3 et 4 du projet d'électrification rurale au Togo. Il s'agit d'un vaste programme qui ambitionne de porter le taux d'électrification dans les communautés villageoises et dans les hameaux les plus reculés de 8% actuellement à 50% en 2020 et 100% en 2030. 300 localités reparties sur toute l'étendue du territoire national sont concernées par ce projet. Ça va consister à construire des réseaux moyenne tension 20 kV et à également construire des réseaux basse tension et au bout duquel nous aurons à brancher les ménages des populations qui sont ciblées par les phases 3 et 4 du programme d'électrification rurale. La société fait vraiment attention à ce que tous les ménages et tous les artisans, tous les ateliers soient branchés pendant les projets d'électrification. Coût du projet, 25 milliards de francs CFA financés par l'État togolais, l'Inde et la Banque islamique pour le développement. À terme, il est attendu l'essor économique des milieux ruraux avec à la clé la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Ça va changer beaucoup de choses dans le village. Ça va avantager aussi les jeunes à apprendre leurs leçons. Aujourd'hui, l'électrification de ce village peut apporter un travail pour certaines personnes. Quand on ouvre par exemple des boutiques, on peut employer des gens là-bas. Par le passé, même pour charger le portable, tu dois faire des kilomètres pour aller en ville pour pouvoir satisfaire tes besoins. Aujourd'hui, je vois que notre milieu fait un pas vers le développement. Le village d'Ozoti dans la préfecture de Vaud fait également partie des localités bénéficiaires du projet d'électrification rurale. Ici aussi, il a été mis en exergue l'impact attendu sur l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Les cadres de la préfecture, au devant desquels le ministre du Développement à la base, Madame Guidoudou Sidemehot Omega Dogbe, ont saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur la paix et la coexistence pacifique. Concrètement, ça va quand même chasser les obscurités, ouvrir les opportunités pour la création des entreprises et la naissance d'autres quand même opportunités et génératrices de revenus. Nous avons eu le privilège dans la préfecture de Vaud d'être au début de ce lancement de ce programme majeur. Une fois encore, nous tenons donc à remercier nos autorités qui ont pensé à nos villages et qui donc vont permettre à ce que des activités génératrices de revenus, l'école éclairée qui va améliorer donc les conditions d'éducation, d'enseignement pour les jeunes, nos jeunes frères
et nos jeunes sœurs. Le ministère des Mines et de l'Énergie qui porte le projet a invité la population bénéficiaire à s'approprier les installations électriques qui vont être réalisées et à les entretenir. Il a indiqué que ce projet traduit la vision du chef de l'État Faure Eswatini Nyasimbe qui fait de l'électrification de tout le pays le moteur de sa stratégie de développement. Ouverture de la 4e édition des Journées nationales de la mutualité ce matin à Lomé. Un projet placé sous l'égide du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Le compte rendu avec Komo Priorité. Les soins de santé de qualité pour tous au Togo, le moyen pour y accéder reste l'assurance maladie dont l'accès est jusqu'ici difficile à certaines couches sociales vulnérables, parmi lesquelles les étudiants. Une situation qui entrave le bon déroulement du processus de protection sociale engagé par les autorités togolaises. Que faire pour relever ce défi? L'adhésion aux mutuelles de santé reste l'ultime alternative. Les responsables du cadre national de concertation de la mutualité du Togo échangent avec les étudiants de l'université de Lomé. L'adhésion à la mutuelle de santé est tellement facile parce que les étudiants que vous avez aujourd'hui ne sont pas si pauvres que ça. Ils étudient, mais ils mangent, ils se prennent en charge. On leur demandera juste de contribuer. Et la deuxième partie, c'est des citoyens togolais. La responsabilité de la protection sociale incombe à l'État. Et tout le monde doit comprendre cela. C'est un droit. Les étudiants n'auront pas quémandé l'accès à la protection sociale, ni la population togolaise. Mais c'est un droit, c'est un premier droit, c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faudrait que les acteurs que sont les étudiants, les enseignants, les chercheurs comprennent cette dynamique pour pouvoir réfléchir ensemble avec l'État pour trouver les moyens de financer la protection sociale. Cette démarche a été saluée par les autorités qui croient à un appui en faveur du développement socio-économique. C'est une problématique qui m'intéresse personnellement et qui évidemment intéresse le gouvernement. Puisque vous savez très bien que l'État togolais est engagé dans un processus de promotion de la protection sociale qui devrait aller vers l'assurance santé universelle. La question des mutuelles me touche personnellement parce que j'ai été effectivement par le passé un des tout premiers à mener une étude sur les mutuelles de santé au Togo. Et donc, il faut absolument que la mutualité prenne force et vigueur pour venir en complément et renforcer tout ce qui se fait aujourd'hui et facilement couvrir toutes les couches de la population. La rencontre s'inscrit dans la dynamique des Journées nationales de la mutualité 4e édition dont les activités au programme sont entre autres le dépistage précoce de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'hépatite, le renforcement des capacités des étudiants sur le concept mutualité. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain vendredi 30 novembre 2018 à 9h au siège du Parlement. Ouverture hier à Lomé du 7e forum des agents des douanes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Durant 4 jours, les associations professionnelles et corporatistes des agents de douane des 8 pays de l'espace vont analyser les causes profondes des entraves à la libre circulation des biens en vue de définir une stratégie commune de la promotion des échanges intra-communautaires. Les précisions avec Sonia Aminiko. Selon les lois de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les douanes ont pour rôle de rapprocher les peuples à travers la libre circulation des biens et des personnes. Pourtant, les opérateurs économiques dans l'espace UEMOA sont de plus en plus confrontés à certaines entraves d'ordre tarifaire et non tarifaire dans l'exercice de leur métier. À cela s'ajoute la non-application de certaines réformes par les États membres et l'absence de réglementation sur la vie pratique.
Ici, les associations professionnelles et corporatistes de services des douanes de la sous-région planchent sur la problématique à ce 7e forum des agents de douane de l'UEMOA en vue de la redynamisation de l'intégration sous-régionale. L'objectif essentiel poursuivi par notre communauté est l'édification d'un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel sera entretenue la libre circulation des services et des facteurs de production, des personnes, des capitaux, ainsi que la jouissance effective du droit d'établissement et d'exercice pour les professions libérales et surtout le droit de résidence pour les citoyens sur l'ensemble du territoire communautaire. Après avoir salué l'hospitalité légendaire du Togo, le représentant résident du Togo de la commission de l'UEMOA, partenaire du forum, a rappelé les efforts de son institution pour favoriser et développer la coopération décentralisée syndicale tant souhaitée par les pères fondateurs. Afin d'améliorer la compétitivité du commerce régional, de créer un environnement favorable au commerce et de promouvoir les produits de l'Union, le projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale a été mis en place grâce à une subvention de l'Union européenne, que je remercie au passage, d'un montant de 3 millions d'euros signé avec le Centre du commerce international. Des résultats tangibles ont été obtenus grâce à ce partenariat. Je citerai entre autres l'élaboration d'un cadre juridique régional autorisant l'échange électronique de certificats d'origine, la définition des activités relatives à la mise en place du portail d'information commerciale, la création du réseau des organismes de promotion du commerce des États membres de l'UEMOA. Tout cela pour vous dire que nous suivrons avec une attention particulière les recommandations issus de votre forum. À ce 7e forum des agents des douanes de l'UEMOA, il a été également question de présenter le rapport des activités et les avancées enregistrées depuis le 6e forum tenu à Niamey au Niger. Ce forum est l'expression d'une volonté politique des États membres de la communauté, a souligné le représentant du ministre de l'économie et des finances. Il a également invité les délégations des 8 pays de l'espace à une participation active aux travaux, à des échanges fructueux pour une contribution plus active au processus de l'intégration. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a réuni cette semaine à Lomé les responsables des institutions financières, des entreprises et autorités compétentes dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ceci pour les outiller sur les nouveaux enjeux et défis en matière de lutte contre ce fléau. L'idée est de mettre en conformité les actions au niveau international. Les précisions avec Carmen Madjé à Kakbo. Dans leur quête de stabilité du secteur financier, les pays de la CEDEAO ont mis en place en décembre 1999 le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Depuis son institution, cette structure a accompagné les différents États dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comme le recommande l'ONU et le GAFI. Et justement, à cette rencontre de Lomé, le GIABA veut mettre en synergie les actions des différents acteurs du secteur pour une lutte plus efficace. The meeting is for the chief compliance officers of financial institutions. Cette rencontre vise à rassembler les chefs ou les responsables de la conformité des différentes institutions financières, des entreprises et professions non financières désignées, des autorités compétentes, afin que toutes ces entités travaillent main dans la main pour prendre à bras le corps la question du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La question du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme n'est pas une question qui est vraiment liée seulement à l'Afrique de l'Ouest, mais je dirais que c'est une question mondiale. Donc, les menaces existent de par le monde, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Et les criminels n'ont pas besoin de rester en Afrique pour opérer dans ce cadre. Ils peuvent le faire à partir d'autres juridictions. Donc, ce que nous cherchons, c'est de voir comment faire face à cette menace au niveau mondial. Implementing this regime to be sure
that we are not taking unawares. Le phénomène est réel. Le Togo n'en est pas épargné. Depuis 2008, des mesures sont prises par les plus hautes autorités à travers le CENTIF pour améliorer la stabilité du système financier et booster la croissance économique. Sur le plan juridique, il y a eu des efforts. Sur le plan opérationnel, il y a aussi des efforts. Il y a une nouvelle loi qui joint les deux. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la loi sur le blanchiment d'argent et la loi sur le financement du terrorisme. Mais après, il y a un jumelage des deux lois qui faisait la loi sur le financement du terrorisme et du blanchiment en même temps. Il y a eu la création de la CENTIF qui reçoit les déclarations d'opérations suspectes, qu'elle traite, analyse et envoie les rapports acquis de droit. Institutions financières, entreprises et autorités compétentes de l'espace communautaire maîtriseront mieux, à l'issue de la rencontre de Lomé, les nouveaux enjeux et défis en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en vue de proposer des solutions et recommandations pour une plus grande coopération. 354 forages réalisés, 133 réhabilités ainsi qu'une centaine de latrines matérialisées à travers toute la région des Savanes. Et ceci dans le cadre du projet Amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans la région des Savanes, PASCO, avec le soutien de l'Agence française de développement. Et le projet, évalué à plus de 4 milliards de francs CFA, a été réceptionné et remis aux populations par l'ambassadeur de France au Togo et le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile. Depuis Dapaon, la correspondance de Désiré Aloy. Une population toute heureuse, une joie, signe d'une satisfaction. Ici, à Nano Popak, l'eau potable coule. Un renforcement d'adduction. Popak fait partie des localités bénéficiaires du projet d'amélioration des conditions d'assainissement en milieu scolaire et rural, PASCO. Projet du gouvernement togolais avec le soutien de l'Agence française de développement AFD. 354 forages réalisés, 133 réhabilités, en plus d'une centaine de latrines fournies dans toute la région des Savanes. L'ensemble des ouvrages réceptionnés et remis aux populations tout en liesse par le chef de la diplomatie française au Togo et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous remercions très sincèrement la politique du chef de l'État dans sa vision sociale. Nous sommes très contents de ça. Nous avons eu beaucoup de forages à travers la région et on a eu beaucoup qui sont gâtés et ils nous ont aidés à réparer. Il y a des comités qui sont formés. Vous-même, vous avez vu que là-bas, c'est propre. Nous allons veiller là-dessus. Et finalement, parce qu'il y a eu de bonnes études préalables qui avaient été faites et une bonne équipe de forage, on a pu en faire 474. Donc on a dépassé nos objectifs initiaux. Et c'est une bonne chose pour les populations. Le secteur de l'eau est un secteur de concentration pour l'AFD. Donc, dans les perspectives que nous avons l'alimentation en eau de la ville de Saint-Cassé, ici dans la région des Savanes, ainsi que 41 ce qu'on appelle des AEP, des adductions en eau potable, à travers l'ensemble du Togo. Une coopération franco-togolaise pour un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement des populations dans la région des Savanes. La mise en service des forages, un objectif atteint du projet PASCO pour améliorer les conditions de vie des populations. L'AFD est disposée à poursuivre les projets tels que celui que nous avons inauguré ce matin. Je rappelle que c'est un projet de 6 millions d'euros. Ce projet qui s'inscrit dans une forme de durabilité et de cohérence, puisqu'on avait déjà fait la même chose dans la région des plateaux, sera poursuivi probablement par un PASCO, ça s'appelle PASCO ce projet, un PASCO numéro 2. L'eau désormais en quantité et en qualité dans les zones cibles. Un engagement du gouvernement togolais. Le projet PASCO, une matérialisation de l'action sociale du chef de l'État, toujours à l'écoute des populations. Le président définit son deuxième mandat comme un mandat social. Les efforts du gouvernement sont faits, mais insuffisants. Aujourd'hui, il y a l'Agence française de développement qui vient en appui. Nous venons de réceptionner dans cette localité officiellement tous les forages et les latrines construits par l'Agence française de développement au profit des populations de la savane. Donc au nom du gouvernement togolais, au nom de ces populations de la région des savanes, je tiens encore une fois à renouveler notre gratitude au gouvernement français. Le partenariat avec la France nous a permis d'avoir des forages, nous a permis d'avoir des latrines.
mais ils ne reviendront pas faire l'entretien à notre place. Permettez d'appeler cette population à la vigilance, de l'appeler au maintien de la stabilité, au maintien de la paix. Si l'agence est venue jusqu'ici, c'est parce qu'il y a le calme. Nous devons cultiver, comme encourager, entretenir le vivre ensemble, faire en sorte que la paix dans notre pays soit vraiment notre comportement. Tour à tour, le ministre Yark et l'ambassadeur de France au Togo et les autres ont convié les populations à la pratique d'hygiène autour de ces points d'eau où convergent les populations sans distinction de religion et de coloration politique. Ils les ont appelés à un vivre ensemble à la clôture de la paix, facteur de toute action de développement. Signature d'échange de notes sur le projet Kennedy Round relatif à l'aide alimentaire hier au cabinet du ministère de l'Agriculture. Cet accord d'aide d'un montant de 400 millions de yuan, soit environ 2 milliards de francs CFA, est destiné à fournir essentiellement du riz au Togo afin de combler le déficit alimentaire dans le pays. Le compte rendu avec Firmin Adjinari. Le Togo poursuit ses efforts dans le domaine de l'agriculture en vue de répondre aux besoins socio-économiques et surtout alimentaires de sa population. Il vient de bénéficier de la part du gouvernement du Japon une aide d'un montant de 400 millions de yens, soit environ 2 milliards de francs CFA. Une assistance qui entre dans le cadre d'une coopération financière non remboursable basée sur le projet Kennedy Rounds 2018. Nous souhaitons sincèrement que ce projet contribue à améliorer la situation alimentaire au Togo, surtout pour les populations les plus vulnérables. Et en même temps que nous souhaitons sincèrement que ce projet contribue à améliorer la situation des balances commerciales, balances de paiement du Togo, en économisant les frais nécessaires pour importer du riz. Voilà, c'est ce que nous souhaitons de la part de ce projet. Ce don va servir à fournir au Togo du riz, d'où la satisfaction du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Urokura Agadazi. Sur la base des fonds reconstitués, le gouvernement togolais a engagé des projets socio-économiques qui ont significativement amélioré le cadre de vie de nos populations. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, exprimer notre gratitude au gouvernement et au peuple japonais et vous rassurer que cette aide, la nouvelle du genre, contribuera à appuyer les actions du gouvernement dans le cadre de l'inclusion sociale. Le renforcement de la sécurité alimentaire au Togo, une des priorités du gouvernement togolais, permet de favoriser la stabilisation et le développement économique, social pour le bien-être des populations. Les experts du comité consultatif et de coordination du comité des pêches du centre-ouest au golfe de Guinée se sont réunis cette semaine à Lomé pour faire l'examen du rapport d'activité du dit comité en 2018 et évaluer les progrès accomplis dans la consolidation et la coopération halieutique. L'idée est de proposer aux ministres en charge de la pêche qui se réunissent demain des recommandations pour la sécurité des mers et le développement durable des pêches dans la sous-région ouest africaine. Les précisions avec Carmen Madjé Akakou. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture joue un rôle important dans le développement de l'économie des pays du centre-ouest du golfe de Guinée, Bénin, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Libéria et Togo. Au Togo, par exemple, le sous-secteur de la pêche emploie près de 22 000 personnes et contribue à 4,5% du PIB agricole et à 1,3% du PIB national. La production halieutique annuelle avoisine 25 000 tonnes. Il urge donc de développer ce secteur. Un comité a donc été mis en place au plan régional pour coordonner la pêche dans le centre-ouest du golfe de Guinée. Les experts de ce comité sont à Lomé pour évaluer les progrès accomplis. Le thème que nous avions retenu est investir pour la durabilité des pêches en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas garantir la durabilité de la ressource des pêches si on ne fait pas d'investissement. On ne peut pas aussi faire des investissements sans faire une priorité, sans identifier les besoins, sans connaître les problèmes et les défis de la région.
Donc au cours de l'année 2018, nous avons travaillé sur d'abord un plan triennal défini pour les 3 prochaines années, quelles sont les activités prioritaires à mener. Et ce plan triennal nous a amené à identifier le besoin de mettre en place un plan régional de gestion des pêches, qui est un outil de guidance et d'orientation sur les mesures techniques à prendre pour gérer la ressource dans la sous-région. À côté de ce plan de gestion, nous avons aussi le plan régional de lutte contre la pêche illicite. Pendant 2 jours, ces experts vont essayer de trouver des solutions idoines aux problèmes qui minent le secteur de la pêche dans la sous-région ouest-africaine. Un rapport sera présenté le 30 novembre prochain au ministre en charge de la pêche des différents pays membres du comité consultatif de coordination du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO. Par voie de communiqué, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun porte à la connaissance du public donc qu'elle poursuit la mise en œuvre de son programme de réparation. À cet égard et pour la semaine du 3 au 7 décembre 2018, les victimes vulnérables des préfectures des lacs Zio, Kloto, Ogu, Tchaoudjo, Koza et Ton, dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse, sont invités à se présenter au siège du Ashkroun pour leur prise en charge psychomédicale et leur indemnisation. Les victimes concernées sont priées de se munir d'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité: passeport, carte nationale d'identité, carte d'électeur, permis de conduire. La liste des victimes vulnérables retenues pour cette étape est disponible sur le site web du Ashkroun, le www.ashkroun-tg.org, également dans le quotidien national Togo Presse et affiché dans les bureaux des préfectures et des mairies des préfectures concernées. Le Ashkroun prie les victimes dont les noms ne sont pas encore publiés de ne pas faire le déplacement à son siège et apprécie leur patience à attendre leur indemnisation le moment venu. Et nous vous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi, la page des sports, la dernière de ce mois de novembre, avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, le football est à l'honneur et nous démarrons par les préparatifs de la phase finale du tournoi de l'UFOA-B que notre capitale abrite du 6 au 16 décembre prochain. Dans cette optique, justement, les éperviers juniors ont livré un match amical international contre leurs homologues du Bénin. Effectivement, Anita, cette confrontation qui s'est déroulée au stade municipal de Lomé cet après-midi a tourné à l'avantage des visiteurs. Je voudrais nommer les écureuils juniors du Bénin qui se sont imposés sur le score étriqué d'1-0 comme l'a constaté Jean-Kofi Edidji. La sélection togolaise des moins de 20 ans et son homologue du Bénin en blanc se sont jetés dans la bataille sans rendre d'observation. Cette première période, plus riche en occasions de but, a tourné à l'avantage des écureuils juniors grâce à ce coup franc à la 20e minute. Une réalisation de Ribédi Gaston. Mené 1-0, les éperviers juniors vont s'approprier la deuxième période de jeu. Ils deviennent plus mordants, mais butent à chaque occasion sur Kachon Abiola, le goal béninois très inspiré. La formation béninoise est obligée de replier pour contenir les assauts des Togolais. Les juniors togolais se sont donc donnés, mais le score en a décidé autrement. La formule de l'égalisation n'a été guère trouvée et le marqueur est resté inchangé, 1-0 pour le Bénin. Nous avons eu des petites difficultés, nous ont pris le milieu du terrain. Nous avons dû jouer plus bas, reculer, pour quand même permettre d'aller en contre et préserver notre score. C'est un match amical, un match qui nous permet d'évaluer le travail que nous avons commencé il y a 2 semaines. Et pour ce que nous avons vu ce soir du côté de nos poulains, je puis dire que véritablement ils ont assimilé tout ce que nous leur avons appris. C'est vrai, il y a quelques détails à corriger, mais je peux dire que je suis satisfait. Côté togolais, l'on doit apprendre de ses erreurs pour mieux aborder le tournoi UFOA-B des moins de 20 ans qui démarre ce 6 décembre à Lomé. On aurait dû battre le Bénin aujourd'hui par 4-0. Vous savez, la seule occasion sur un coup de pied arrêté qu'ils ont eu, c'est ça qu'ils ont transformé. Et après ça, ils n'ont eu aucune occasion. Nous avons eu plus de 4 occasions que nous n'avons pas pu
concrétisé. Je crois que la suite peut-être nous donnera raison avec deux petits réglages. La défaite de cet après-midi me remet en cause et c'est ce que je veux. Le Togo, logé dans la poule A, aura pour adversaire le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, tandis que le Bénin, dans la poule B, jouera le Ghana, le Nigeria et le Niger. Claude, après le stade municipal de Lomé, cap sur le Parc des Princes à Paris, où le PSG a eu à en découdre hier avec Liverpool pour le compte de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. Anita, il fallait nécessairement une victoire pour le Paris Saint-Germain pour se relancer dans la compétition. Mission réussie pour la bande au coach allemand Thomas Tuchel qui a brûlé la politesse au raid par 2-1. Contre un grand d'Europe, ce n'était plus arrivé depuis la victoire contre le Bayern le 30 septembre 2017. Mais il y a donc surtout la manière. Pour la première fois de la saison, en effet, Paris a su jouer avec intensité et solidarité. C'est vraiment ça qui a marqué les gens et qui nous a marqué aussi. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire, c'est sur quoi on travaillait. Pour moi, c'est plus important qu'autre chose. Cet état d'esprit tout en détermination est à saluer chez des Parisiens qui souvent sur la scène européenne, à Liverpool et contre Naples par exemple, l'envie collective a manqué. L'équipe a joué vraiment avec beaucoup d'énergie et comme une équipe. Se sacrifier donc pour le bien et le destin du groupe, voilà toute la nouveauté. Tout le monde a été prêt de souffrir pour les autres. C'était un grand pas en avant pour nous. Un grand pas largement orchestré par les leaders, à l'image de Thiago Silva, taille patron, ou d'un Neymar inspiré, harangueur à l'adresse du public, et désormais meilleur buteur brésilien de la compétition. Tout reste à confirmer pourtant, car le supplément d'âme perçu hier soir ne saurait suffire. Dans le contenu, il faut montrer autre chose. On attend de revoir Mbappé, on attend de voir Neymar a été bon, mais j'attends autre chose. Neymar, j'ai envie qu'il fasse chavirer le match à chaque moment, alors que c'est vrai que dans les derniers instants, on a peur jusqu'au bout. Avoir envie donc à chaque instant et afficher la même rigueur tactique déployée au parc, c'est tout ce qui attend désormais Paris. Ils ont répondu présent et maintenant, il faut que ça continue, on n'est qu'en phase de poule. Il faudra attendre à l'avenir ce qui va se passer pour savoir si vraiment c'était un déclic ou si c'était peut-être un jour où tout le monde était dans un grand soir et on n'a plus rien vu après. Travailler donc encore et toujours, car la Ligue des Champions a ses exigences de maîtrise technique, tactique, d'humilité, de force mentale aussi. Anita, voilà, tout est dit. L'essentiel pour cette dernière part des sports du mois de novembre. Samedi, Jean-Kofi Dédi sera au rendez-vous du sport et des temps. Et on se retrouvera jeudi donc pour l'autre page des sports, la première donc du mois de décembre. Les opérations entre les fournisseurs d'intrants, les producteurs, les industries de transformation, les grossistes et les consommateurs créent ce que l'on nomme une chaîne de valeur. Et elle permet donc à tous les acteurs d'une filière agricole de contribuer à son développement tout en réduisant le coût de production qui est d'ailleurs supporté par eux tous. Pour permettre donc aux acteurs agricoles de découvrir justement l'intérêt d'une chaîne de valeur, le sujet a été débattu ce jour sur le site de la 15e foire internationale de Lomé. Le compte rendu avec Luc Assis. Le Togo, à l'instar des autres pays africains, excelle plus dans l'exportation de ses produits agricoles bruts et en transforme très peu sur le plan local, ce qui ne favorise pas le développement des filières agricoles. Une situation due en partie au manque d'infrastructures adaptées et de financement. L'instauration des chaînes de valeur dans les différentes filières serait une option crédible pour aller vers la transformation des produits agricoles. Ceci en vue de permettre à chaque acteur du secteur agricole de participer directement à la charge du coût de production en contribuant à sa réduction. Une seule entreprise ne peut pas se permettre de dire je produis toute seule le bien en question, mais il y a plusieurs entreprises qui interviennent sur le plan national que international dans le processus de production. Donc on ne parle plus de produits finis, mais on parle des intrants, des facteurs de production, les différents facteurs de production qui entrent dans la production de ce bien-là, et chacun se positionne sur un créneau donné de cette étape-là pour pouvoir minimiser le coût. Donc on a un avantage comparatif dans la production des intrants de ce bien, et donc on ne produit plus la totalité, le bien final, mais on se spécialise dans la production des intrants de ce bien-là. À ce jour, on peut constater que le Togo est essentiellement dans la production des produits bruts et n'arrive pas à aller au-delà
en étant dans la transformation, parce que nous avons de l'avantage comparatif dans la production des produits bruts, mais nous n'avons pas cette qualité à transformer avec qualité et à moindre coût, de sorte à être beaucoup plus compétitifs sur le plan international. Nous devons faire l'effort de pouvoir combler cet écart pour avoir un avantage comparatif dans la production du produit brut et tout en ayant également cet avantage dans la transformation de ces biens-là. Fruit d'un enchaînement des opérations, la chaîne de valeur doit sa viabilité aux signatures de contrats fiables et sincères. Et dans ce cas express, toutes les parties doivent jouer leur partition pour la réussite et la bonne marche de cette chaîne de valeur qui contribue à son tour à la promotion de la filière dont elle dépend. La chaîne de valeur est composée de plusieurs acteurs, de maillons. Et donc, entre les différents maillons, entre les différents acteurs, il faut de contrats. Et c'est ce contrat qui va permettre la viabilité d'une chaîne de valeur. Sans ce contrat, chacun va de son côté. Et donc, le contrat, c'est un arrangement, un accord entre les différents acteurs. C'est ça qui permettra d'assurer la viabilité d'une chaîne de valeur. C'est bien que les acteurs puissent écrire le contrat, mais en écrivant le contrat, il faut qu'ils puissent insérer des termes pour inciter l'autre partie à pouvoir honorer l'engagement pris. Tributaire de la chaîne de valeur, le développement d'une filière agricole requiert l'intégration de tous les acteurs indispensables dans la chaîne de valeur, de l'investissement et de la contractualisation. C'est à ce prix que la transformation des matières premières agricoles sera effective dans les pays africains. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Notez qu'à partir de 21h, vous suivrez en direct sur la télévision togolaise votre émission Le Togo en marche avec le duo donc Pierre Sousoupo et Adolphe Paka déjà en studio et prêt donc pour démarrer l'émission. Ainsi se referme donc ce journal. Une fois encore, merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Des chaussures en cuir fabriquées au Royaume du Maroc. Nous sommes au stand de El Amrani Shoes à la 15e